L'étape la plus importante, c'est de mener un bon interrogatoire, puis mener un bon examen clinique. L'examen clinique, pour votre examen, vous allez garder l'organisation de votre précis de sémiologie, mais plus tard, quand vous réaliserez des examens cliniques, il faut plutôt réaliser des examens topographiques. C'est-à-dire, pour ne pas vous fatiguer et ne pas fatiguer le patient, vous allez commencer votre examen neurologique par un interrogatoire, bien sûr, puis un examen clinique. L'examen clinique, vous allez le commencer par un examen de l'extrémité céphalique, ensuite la recherche des réflexes médians de la face, ensuite l'examen des membres supérieurs, ensuite l'examen du front et enfin l'examen du membre inférieur. En étant systématique, en étant bien organisé, vous n'allez pas oublier des étapes. Et en ne pas oubliant ou en ne pas négligeant des étapes, vous n'allez pas passer à côté de signes cliniques. Et en ne passant pas par des signes cliniques, vous allez retrouver toutes les anomalies. Et en retrouvant les anomalies, vous pouvez évoquer un diagnostic et traiter éventuellement votre patient. Donc, nous avons un examen de l'extrémité céphalique au cours duquel vous allez rechercher un concours ou une implantation par les cheveux. Vous allez rechercher des réflexes médians de la face qui reflète une anomalie du système extra-pyramidal. Nous n'allons pas entrer dans les détails. Vous allez ensuite examiner le membre supérieur. L'examen des membres passe par 5 étapes. L'examen de la motricité, l'examen du tonus, l'examen des réflexes, l'examen de la sensibilité et l'examen de la coordination. Dans l'examen de la motricité aussi, il faut être systématique. Premièrement, je regarde le membre, je regarde s'il y a une amyotrophie, s'il y a une diminution des contractions musculaires. Ensuite, je réalise certaines épreuves qui mettent en évidence des anomalies. Et enfin, je fais un testing musculaire, c'est-à-dire que je vais examiner la force musculaire de chaque membre. Donc, dans chaque membre, je vais réaliser un examen de la motricité, du tonus, des réflexes, de la coordination et de la sensibilité. Dans l'examen de la motricité, je vais rechercher l'aspect du membre, les épreuves et le testing. Si vous faites les étapes, nous allons les voir aujourd'hui. Mais elles sont un peu éparpillées partout. Parce que l'organisation du Hamiladi, c'est une organisation par syndrome, pas par topographie. Elle est organisée par syndrome. Le syndrome pyramidal, il est fait de ça, puis de ça, puis de ça. L'organisation la plus intéressante pour le clinicien et pour le praticien de santé, c'est l'organisation topographique. Je commence à rechercher ce qui est anormal au niveau de la tête, puis je commence à rechercher ce qui est anormal au niveau des bras, puis au niveau du corps, puis au niveau des membres inférieurs. Très bien. Donc, au cours de la réalisation de votre examen neurologique, vous allez passer par ces différentes étapes. Aujourd'hui, nous allons voir les paralysies. Les paralysies qui sont par définition des anomalies, mais des troubles de la motricité volontaire. Des troubles de la motricité volontaire. Il faut faire la différence entre un mouvement volontaire, un mouvement automatique et un mouvement réflexe. Aujourd'hui, nous allons étudier les troubles de la motricité volontaire, c'est-à-dire la difficulté ou l'impossibilité au patient de réaliser un mouvement quand il le veut. D'accord? Donc, face à une impossibilité de réaliser un mouvement volontaire ou à une difficulté, je peux réaliser le mouvement avec difficulté. Je peux réaliser ce mouvement, mais il est incomplet. Je dois être systématique. Je réalise l'examen clinique complet. Après cet examen clinique, je fais un regroupement topographique, un regroupement syndromique, c'est-à-dire au niveau de la tête, j'ai 7 anomalies, au niveau du membre supérieur, j'ai 7 anomalies, au niveau du tronc, j'ai 7 anomalies, au niveau du membre inférieur, j'ai 7 anomalies. Je rassemble toutes les anomalies, je sors avec un syndrome topographique. Ce syndrome topographique, je le transforme en une proposition clinique, c'est-à-dire que je suppose qu'il a cette pathologie, je la confirme par un examen complémentaire si c'est nécessaire, et je confirme mon diagnostic. Après avoir établi le diagnostic positif, je dois éliminer les diagnostics différentiels, c'est-à-dire toutes les pathologies ou les anomalies qui ressemblent à cette pathologie, mais qui ne le sont pas. D'accord? C'est-à-dire que c'est une pathologie, c'est une manifestation qui ressemble à une paralysie, mais ce n'est pas une paralysie. Je dois éliminer les diagnostics différentiels pour confirmer mon diagnostic. Donc, devant une paralysie, je dois établir un diagnostic positif à partir de l'examen clinique, puis je dois éliminer les diagnostics différentiels, puis je dois établir un diagnostic étiologique, un diagnostic étiologique, c'est-à-dire quelle est la cause de cette pathologie. Très bien. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut être systématique, il faut passer étape par étape, et nous allons, Inch'Allah, y réussir. Allez, nous commençons par une petite introduction.
Nous remercions le docteur Goulari de l'EPH Ben Aknoun. Nous avons utilisé quelques parties de sa diapositive, il faut le mentionner. Très bien, donc l'examen clinique neurologique passe par les différentes étapes que je viens de citer, l'interrogatoire, l'extrémité céphalique, les parcs crâniennes, les réflexes médians de la face, donc l'extrémité céphalique, le membre supérieur, le tronc et le membre inférieur. Très bien. Nous allons voir un petit rappel sur la motricité, ce qu'est le syndrome pyramidal, ce qu'est le syndrome neurogène périphérique, ce qu'est le syndrome myasthénique et ce qu'est le syndrome myogène. Vous allez voir avec moi ces parties, les rappels sur la motricité, le syndrome pyramidal, et vous allez voir avec mon camarade Arab Wael les syndromes neurogènes périphériques, la myasthénie et le syndrome myogène. Nous avons partagé ce travail pour pouvoir être plus efficace. D'accord ? Je suis désolé si ma voix est un peu tralala, et si je suis fatigué, c'est parce qu'il y avait une autre séance ce matin qui m'a un peu absorbé. Le micro il fait les parasites. Très bien, donc comme on vient de le mentionner, essayez de rester concentré, ne vous fatiguez pas, on va essayer de terminer avant 15h30, ensuite vous sortez. D'accord ? Ne soyez pas perturbés, ne soyez pas distraits, il faut être courageux pour réussir. Très bien. Donc la motricité, on a une motricité, comme je viens de le mentionner, une motricité volontaire, une motricité automatique et une motricité réflexe. Une motricité volontaire, je tends. Bon, je tends mon bras comme ça. C'est un mouvement volontaire. J'ai voulu le faire. Je donne un coup de poing. D'accord, un coup de poing. D'accord, c'est volontaire, c'est volontaire. Très bien. C'est volontaire. Il y a des mouvements automatiques comme le mouvement de la marche. J'ai décidé de marcher, mais je ne contrôle pas mes mouvements pas par pas. Je ne décide pas de réaliser une flexion de la cuisse sur le tronc, puis de réaliser une extension de la jambe sur la cuisse, puis de réaliser une autre extension de la cuisse, puis je ne décide pas. C'est un mouvement automatique. C'est un mouvement automatique. J'ai décidé de marcher, mais il y a un certain automatisme qui ne dépend pas de ma volonté. Je me déplace sous le contrôle de ma volonté, mais je ne contrôle pas les différentes étapes de ce mouvement. Et enfin, nous avons les mouvements purement réflexes, comme le réflexe ipsilatéral ou le réflexe, ou les différents réflexes que vous avez vus en physiologie. Si je pousse quelque chose de non subjectif, si je pousse une jupe, je tire, ou là je fais une flexion, une extension qui fait que mon bras ou mon membre s'éloigne du danger. C'est un mouvement qui ne dépend pas de ma volonté, c'est un mouvement réflexe. Donc il faut faire la différence entre une motricité volontaire automatique et réflexe. Passons. Très bien, la hiérarchie du mouvement volontaire. Donc le mouvement volontaire commence par l'intention, j'ai décidé de marcher. Ensuite par la planification, je décide quel est le mouvement que je vais établir. C'est-à-dire que j'ai décidé de monter les escaliers, ça c'est l'intention. Ensuite la planification, je décide quels sont les différents mouvements nécessaires. Je dois passer par ici, ensuite par ici, ensuite monter les escaliers. C'est la planification qui concentre les surfaces frontales. Ensuite, la programmation du mouvement qui nécessite une interaction entre les différents centres supérieurs, entre le cortex, entre le thalamus, le centre vestibulaire récepteur et le cervelet qui permet de coordonner les différents mouvements. Et enfin, l'exécution du mouvement qui dépend de deux neurones. Un neurone central et un neurone périphérique qu'on va aborder tout à l'heure. Très bien. Très bien, l'exécution du mouvement. Donc, voici un peu la topographie du mouvement volontaire. Le mouvement volontaire commence au niveau des cellules géantes de Betz. Le système pyramidal commence par les cellules géantes de Betz dans l'aire motrice primaire, principalement. L'aire motrice primaire, les faisceaux vont ensuite se rejoindre, passer par la corona radiata, qui est une substance blanche au niveau des centres supérieurs. Ils vont ensuite passer par la capsule interne, ils vont descendre dans le tronc cérébral, dans le même côté, dans le côté homolatéral, dans le côté ipsilatéral, avant de croiser, avant de décusser. Vous devez connaître tous ces mots et toutes leurs définitions. Donc, je suis au niveau du cortex. Au niveau du cortex, j'ai les cellules géantes de Betz au niveau de l'aire motrice primaire. Au niveau de l'aire motrice primaire, il y aura un regroupement des neurones qui vont donner des faisceaux. Les faisceaux vont passer par la substance blanche corona radiata. De la corona radiata, ils vont descendre dans la capsule interne. De la capsule interne, ils vont descendre dans le tronc cérébral. Et au niveau, comme vous savez que le tronc cérébral possède trois parties, une partie supérieure qui est le mésocéphale, ensuite le tronc, et puis en bas, nous avons le bulbe. Le bulbe bas. Au niveau du bulbe bas, les neurones vont décusser, croiser la ligne médiane pour se retrouver dans le côté contralatéral. Très bien.
Très bien. On va voir en détail que ce n'est pas toutes les fibres pyramidales qui vont décusser quand on va voir le chemin des faisceaux pyramidaux. Donc voici la corona radiata, voici la capsule interne, voici le mésencéphale, ensuite le pont et enfin le bulbe. Au niveau de la partie la plus inférieure du bulbe, il y a une décussation, passage d'un côté, vous voyez, vous arrivez à regarder, passage de ce côté vers l'autre côté. La plus grande partie des fibres passe et toute partie, 10% ne passe pas et reste du côté en latéral. Très bien, très bien. Une fois arrivés au niveau de la moelle, ils vont ensuite descendre dans la moelle, dans les cordons antéro-latéraux, ils vont cheminer jusqu'à arriver au niveau des étages où ils vont réaliser leur fonction. Une fois arrivés au niveau de l'étage où ils vont réaliser leur fonction, ils vont créer une synapse avec un motoneurone alpha. Le motoneurone alpha va conduire, il va être activé, il va conduire ce message nerveux vers le muscle. Il va communiquer avec le muscle avec une jonction neuromusculaire, la fameuse jonction neuromusculaire au niveau de laquelle j'ai des extrémités, une extrémité présynaptique, une extrémité postsynaptique, au niveau de l'extrémité présynaptique, j'ai des vésicles qui sont les vésicules d'acétylcholine sont divisées en deux poules, un pool de stockage et un pool d'exocytose. Le pool d'exocytose va être stimulé. Il va être stimulé par un potentiel d'action. Le potentiel d'action est une chaîne de dépolarisation. La dépolarisation se fait par ouverture et fermeture de canaux. Ce sont des canaux 1A+, A+. Les canaux de 1A+, il faut recevoir 1A+, en entrant, il va regarder la sortie au niveau intracellulaire. Il y aura ouverture du canal K+, de K+, SO. Il y aura un potentiel d'action qui va arriver au niveau de la terminaison présynaptique. Une fois arrivé au niveau de la terminaison présynaptique, il y aura ouverture de canaux potentiels dépendants qui sont des canaux CA2+. Ces canaux CA2+ vont entrer à l'intérieur des cellules, ils vont activer des protéines spécifiques comme la synaptoglycine, le complexe NAD. Ces protéines vont activer des vésicules présynaptiques. Les vésicules présynaptiques contiennent de l'acétylcholine. L'acétylcholine va être libérée par exocytose. Il y aura une élévation de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. Une fois dans la fente synaptique, l'acétylcholine va se fixer sur ses récepteurs postsynaptiques. Il va ouvrir des canaux 1A+, K+. Le 1A+ va rentrer, le K+ va sortir et il y aura un potentiel postsynaptique excitateur. Ce potentiel postsynaptique va se transformer en un potentiel d'action postsynaptique ou bien de la cellule musculaire par une dépolarisation qui permet l'ouverture des canaux CA2+ et la libération du CA+ qui est dans les sarcomères. Une fois le CA2+ augmenté au niveau de la cellule musculaire, il va réaliser ses différentes fonctions de contraction musculaire, l'activation de l'interaction entre les fibres de myosine ou protomyosine et les fibres et les myofilamentaires d'actine. Il y aura une interaction entre l'actine et la myosine qui est dépendante du CA2+. Et il y aura aussi une activation des protéines intracellulaires qui dépendent du CA2+, comme la fameuse calmoduline. Il y aura la contraction musculaire. Ce fut un bref aspect de la contraction du cerveau vers le muscle. Continuons. Donc, il faut savoir qu'il y a une certaine organisation de l'aire motrice primaire. Cette aire motrice est divisée en plusieurs parties, deux principales parties. Il y a que l'aire paracentrale et l'aire pré-rolandique, ou l'aire rolandique. Donc ça, c'est la partie paracentrale. Pourquoi on l'appelle partie paracentrale? Parce qu'elle est située devant la scissure, la grande scissure ou la scissure sagittale centrale. D'accord? Donc elle contrôle le membre inférieur, la partie la plus proche de la ligne médiane. Le cerveau terre, il est divisé en deux. D'accord? Il est divisé en deux. La partie qui est plus proche de la ligne médiane, elle contrôle le membre inférieur. La partie pré-rolandique qui est ici, elle contrôle plutôt les membres supérieurs et la face. C'est très important. Est-ce que vous connaissez cet homunculus de Penfield? Est-ce que vous savez pourquoi il est représenté comme ça? On nous le représente souvent en physiologie, en sémiologie, mais est-ce que vous savez quelle est la signification? Est-ce que vous savez ce qu'est un homunculus? Est-ce que vous avez vu le manga Fullmetal Alchemist? Qui a vu Fullmetal Alchemist? Donc vous savez ce qu'est un homunculus? Afin la pierre philosophale. Très bien. Donc, il faut savoir que les alchimistes, je trouve que l'alchimiste a le couleur. Très bien. Alchimiste. Qui est le premier alchimiste de l'histoire de l'humanité? Le premier chimiste. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jabir ibn Hayyan. D'accord? Jabir ibn Hayyan. Déjà, la chimie vient de l'alchimie et la chimie vient de la chimia. D'accord? Chimia. Donc le premier alchimiste fut Jabir ibn Hayyan. Chimia. Chimia. شكرا.
chimia. Le chimia, ou la chimie, elle vient de la chimie, et la chimie vient du chimia. Bref. De la pierre philosophale. Un homunculus, c'est quoi? Un homunculus dans l'islam, les alchimistes rêvaient de créer des êtres vivants à partir de statues. Donc je crée un statue, on dirait Shlaouch, là je vais avoir un être vivant. Donc les êtres vivants, imaginez les petits les alchimistes, c'était quoi? C'était des êtres vivants petits, courts, qui ressemblent à des nains. Pourquoi je parle d'un homunculus de Penfield? Penfield c'est quoi? Penfield c'est un anatomophysiologiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de représenter l'homme, non comme sa représentation réelle, qui met tout le monde. Les Algériens, ils sont beaux un peu quand même. On est de taille moyenne, on est des Méditerranéens. On est un peuple qui a ses caractéristiques anatomophysiologiques. Il faut s'entraîner entre Algériens. Il faut se considérer bon. D'accord? Bref, on est au moins bronzé en plein hiver. Très bien. Allez, on continue. Nous ne sortons pas du sujet, maintenant je déjà le vois. L'homunculus, c'est quoi? L'homunculus, il a essayé de représenter l'être humain pas comme sa réalité, mais comme sa représentation dans le cerveau. Il a pris les parties qui ont beaucoup de surface dans le cerveau, il les a mis grandes. Et les parties qui ont de petites surfaces dans le cerveau, il les a représentées petites. Quelles sont les parties qui sont très grossièrement, très grandement représentées dans le cerveau? Ce sont les parties où j'ai besoin de mouvements fins. Je peux réaliser ça c'est de l'art. Pouvoir taper sur un clavier, pouvoir coudre, pouvoir jouer du piano, pouvoir jouer du violon. C'est des mouvements très fins qui nécessitent une interaction entre des muscles très nombreux, entre les interrossaux, les opposants, les fléchisseurs. Ça nécessite beaucoup de mouvements très complexes. Donc ils ont des surfaces très grandement représentées dans le cerveau. Donc plus ces membres sont très grandement représentés dans le cerveau, par contre, les parties qui n'ont pas de sensibilité ou de motricité très importante, ils les ont représentées petites. C'est pour ça que l'homunculus de Penfield, il a un petit crâne et des grosses mains. Et aussi de grosses lèvres, parce que la sensibilité au niveau des lèvres, elle est importante. Très bien. Continuons. Donc opercule rolandique, comme je viens de le dire, et l'opercule paracentral. Ça c'est le membre inférieur et ça c'est le membre supérieur. Continuons. Très bien, ça c'est la représentation dont je viens de parler. Ça c'est le neurone secondaire, ou le motoneurone alpha qui va conduire l'influx nerveux de la corne antérieure motrice de la moelle épinière vers le musculaire pour qu'il y ait un transfert du message nerveux et une contraction musculaire volontaire. Très bien. Ça c'est une autre représentation des différentes fibres motrices entre le cortex puis la moelle épinière et enfin une connexion avec les motoneurones et des motoneurones vers les muscles. Continuons, on nous dit que ce n'est pas aussi complexe que ça. Aussi simple, pardon, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça puisque je viens de vous dire qu'il faut une certaine planification, une certaine intention, une certaine organisation. Toute cette organisation nécessite l'interaction des différentes parties de l'encéphale. Mais chez le cortex, le cortex va interagir avec les autres parties de l'encéphale, comme les noyaux gris centraux, le thalamus et le cervelet, qui interviennent dans l'organisation des mouvements, qui interviennent dans l'équilibre des mouvements, qui interviennent dans la force des mouvements et qui permettent de réaliser un mouvement adéquat, qui n'est pas trop faible, mais qui n'est pas aussi très exagéré. Très bien. La motricité est sous la dépendance de plusieurs structures nerveuses, le système pyramidal, le système extrapyramidal et le cervelet. Le cervelet et le système extrapyramidal permettent de coordonner l'action du système pyramidal et de l'équilibrer. Les paralysies qui sont une diminution ou une abolition de la motricité volontaire. C'est une petite définition des paralysies. Naam. J'utilise le micro. Allez. Les paralysies nous disent que c'est une diminution ou une abolition des mouvements volontaires. On trouve rarement des abolitions. Alors, en général, c'est des diminutions de la motricité volontaire. Très bien. Le cerveau extrapyramidal et le mouvement volontaire. C'est les différents troubles de la motricité. Cela dans ce cours, j'ai essayé de suivre le plus le hillage, d'accord? Parce que la peine que vous êtes stressé, je suis bien, pour l'examen pratique et pour l'examen théorique, donc, je suis très hillage.
D'accord. Le but ici est que vous contrôliez. On voit le contenu de votre livre, il est très organisé. Mais même si vous utilisez la support, vous avez le contenu tatouage, d'accord. C'est pour ça que notre écriture, et j'en suis désolé. On va le écrit par sur une diapositive. Très bien. Les paralysies sont une diminution en production d'électricité. Je viens de vous dire qu'il ne faut pas confondre entre réflexie et paralysie. Une augmentation du mouvement réflexe n'est pas une paralysie. La paralysie, c'est la forme du mouvement volontaire. La motricité volontaire est aussi grâce au système pyramidal, au neuronal périphérique et au muscle. En trois intervenants, en partie centrale qui est le système pyramidal, le neuronal périphérique et le muscle. Très bien. Le système pyramidal désigne la partie principale. La partie principale de neurone est vue de repos impliquée dans la motricité volontaire. C'est ça la définition du système pyramidal. C'est la majeure partie des neurones de la motricité volontaire. C'est la majeure partie de la motricité volontaire. Ce n'est pas tous les intervenants, mais c'est la majeure partie des neurones qui vont être impliqués dans la motricité volontaire. Puisque la motricité est aussi contrôlée dans le système extrapyramidal, donc je ne peux pas dire que la motricité volontaire est exclusivement pyramidale. Je veux dire que le système pyramidal est le principal intervenant dans la motricité volontaire. Ce que je suis en train de faire, mais désolé. Très bien. Il comprend deux principales voies au niveau du système pyramidal. Donc, j'ai une voie cortico-bulbaire et une voie cortico-spinale. Très bien. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous parler du substratum anatomique du système pyramidal. Chaque fonction physiologique au niveau de mon organisme possède un substratum anatomique. C'est quoi un substratum anatomique? Un substratum anatomique est les différentes structures de mon organisme qui sont impliquées dans une fonction précise. Quel est le substratum anatomique du système pyramidal? Ce sont certaines neurones dont je vais parler. D'accord? Un substratum anatomique, c'est la partie de mon organisme qui est responsable de cette chose. Très bien, donc j'ai deux faisceaux principaux, un faisceau cortico-bulbaire, c'est-à-dire qui lie le cortex avec le bulbe, ou avec le tronc cérébral, précisément, d'accord, et une partie cortico-spinale qui va lier le cortex avec le moyen épinière. Très bien. Le cortex spinal il est divisé en deux parties. Un faisceau direct et un faisceau croisé. Très bien. Donc voici le faisceau cortico-bulbaire ou cortico-nucléaire. Il est au niveau de la motrice primaire, d'accord, ici une pyramidale géante dont je viens de vous parler. Ensuite, il va passer par la machine interne, comme je viens de vous dire. Regardez, il se projette unilatéralement. Je suis en train de parler du faisceau cortico-bulbaire. Les faisceaux qui sont responsables de la motricité des nerfs crâniens, de la motricité volontaire des nerfs crâniens. Je peux fermer mes yeux volontairement. Je peux parler volontairement. J'implique certains neurones des nerfs crâniens et ces neurones, ce sont les neurones qui viennent du faisceau cortico-bulbaire. Le faisceau cortico-bulbaire n'a pas les caractéristiques, du faisceau pyramidal dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Il ne diffuse pas. Il va donner des liaisons de jonctions bilatérales. Une partie ipsilatérale et une partie contralatérale. Pour la majeure partie des noyaux crâniens, les noyaux crâniens reçoivent une innervation mixte. Une innervation corticale ipsi ou homolatérale et une innervation corticale contralatérale. À part quelques exceptions, on va parler du territoire face à l'intérieur, etc. Le soutien de vous avez ici ce qui est le faisceau cortico-bulbaire. C'est le faisceau qui est responsable de la diminution de la densité entre l'air motrice primaire et les noyaux de l'air crânien. Ça, c'est le système pyramidal qui est désigné au monde.
Le faisceau cortico-spinal croisé et direct. La seule différence entre les deux, c'est que le croisé va dépulser au niveau du bout de bras et le direct ne va pas croiser. Ensuite, il va créer des connexions avec le modèle neuronal alpha au niveau de la moléculaire, au niveau de la colonne antérieure ou dorsale de la moléculaire pour donner naissance à un neurone qui va aller vers le muscle. Très bien. Donc ça, c'est le faisceau pyramidal, c'est le faisceau cortico-spinal du système pyramidal. Le cortico-spinal, il va venir du cortex, descendre vers la colonne radiata, ensuite la capsule interne, ensuite le réseau encéphale, ensuite le pas, ensuite le but, au niveau du but, il va décupser, il va descendre au niveau de la colonne latérale, contre la latérale, il va arriver au niveau de la colonne antérieure, au niveau de la colonne antérieure, il va réaliser des connexions. Il va y avoir au niveau de la colonne antérieure, il va réaliser des connexions avec le neuron alpha, et le neuron alpha va aller vers le muscle. Et je peux réaliser les mouvements. Et je peux réaliser les mouvements. Très bien. Continuons. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis vraiment désolé de faire vite. On va avancer pour voir le système pyramidal comme on dit. Très bien, ça, je suis en train de vous montrer ici donc la dépulsation. Regardez, la dépulsation, on va passer d'un côté vers l'autre côté. Le faisceau pyramidal, c'est quelque caractéristique. Il y a au niveau de l'opercule frontale ascendante, il y a une approche spinale. Il descend vers, sous forme d'éventail, parce qu'il y a une grosse surface corticale qui va donner plusieurs fibres. Maintenant, les fibres ils vont se rencontrer au niveau de la capsule interne. Donc la capsule interne, il faut faire la différence entre c'est important, il faut connaître l'organisation des fibres. Et là, au niveau du cortex, ils sont très dispersés. Donc une atteinte elle ne va pas toucher tout le membre. Impossible de toucher tout le membre. Elle ne touche que la partie qui est représentée au niveau du muscle de profil. Si j'ai une atteinte, une ischémie, un AVC, si j'ai un AVC, c'est seulement le membre qui est atteint. Par contre, si j'ai une atteinte de la capsule interne, moi je me choque, ça va donner une ischémie de la capsule interne. Toute cette partie va être lésée. Donc tous les neurones qui passent par là vont être lésés. Donc il va perdre la motricité de tous ces membres. C'est pour cela qu'il est important de savoir qu'il y a une organisation au niveau elle est dispersée au niveau du cortex, au niveau de la capsule interne, ils vont se regrouper. Donc, le syndrome cortical et le syndrome capsulaire, mais je kiffe la manifestation clinique qu'on va voir plus tard. Qu'il y a un syndrome pyramidal cortical, qu'il y a un syndrome pyramidal absolument modulaire. On va voir différentes parties. Et elles sont différentes. Pourquoi elles sont différentes? Elles sont différentes parce que l'organisation des fibres nerveuses n'est pas la même. Et puisque l'organisation des fibres nerveuses n'est pas la même, l'atteinte ne sera pas la même. Et puisque l'atteinte ne sera pas la même, la clinique ne sera pas la même. Très bien, très bien. Ici, je vous représente la dégustation. Donc, vous voyez de ce côté, au niveau du bout de bas, le cœur, au niveau de la d'accord, il va passer de l'autre côté des dessous. Très bien, très bien. Atteinte du système pyramidal donne une paralysie centrale. L'atteinte du système pyramidal va donner une paralysie centrale. Donc, c'est le premier neuron, c'est le deuxième neuron. Donc, j'ai le premier neuron qui est représenté par le système pyramidal. Ensuite, le deuxième neuron qui représente le système neurogène périphérique. Très bien, très bien. Ça, c'est la connexion entre un neuron et un muscle. Ça, c'est le neurone périphérique. Le neurone périphérique va s'organiser sous forme de racines, puis les racines vont donner les nerfs vont donner les plexus, et les plexus vont donner le tronc nerveux périphérique. Vous allez voir ça en détail, mais c'est un neurogène périphérique. Très bien. La lésion du neuron va donner un syndrome neurogène périphérique. La lésion du muscle va donner soit un syndrome myasthénique, constitue une lésion de la jonction neuromusculaire, soit un syndrome amyotrophique, un syndrome myogène s'il y a une atteinte du muscle du nerf. Très bien. On va arriver enfin au paralysie. Comme nous devons une paralysie, bon,